Bienvenue dans cette première partie de cette vidéo dont le titre est Contributions africaines à la culture américaine et chrétienne. Nous faisons cette première partie un dimanche et nous savons qu'en Afrique, nous sommes en majorité de culture chrétienne, musulmane et maintenant aussi même de culture juive. Il n'y a qu'à regarder beaucoup sur le continent africain, beaucoup de mouvements qui se disent juifs, bantou hébreu par exemple. Cela le vend en poupe en ce moment. D'autant plus que lorsqu'on regarde l'actualité, on se rend compte qu'au niveau du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, il y a énormément de conflits. Et sans le savoir, peut-être ces conflits nous concernent directement. Parce que il y a des textes qui disent que des sources du Nil, des fleuves du Nil jusqu'à l'Euphrate, eh bien, ces territoires-là sont supposés être donnés à une certaine population. D'où l'identité de ces peuples, de cette population, donc, mène à des décisions politiques qui nous concernent jusqu'à ce jour. Mais très peu sont informés sur les véritables racines africaines des mouvements religieux qui nous guident aujourd'hui, qui nous concernent, parce qu'il faut faut bien se dire que ces mouvements ne sont pas simplement religieux, ils sont surtout politico-religieux. Et ce qui a bouleversé l'échiquier en Afrique, c'est bel et bien des mouvements politico-religieux qui sont venus à notre rencontre, et non pas avec un drapeau blanc de la paix, mais on sait comment ça s'est passé et comment nous en arrivons aujourd'hui à parler des langues étrangères et à pratiquer des cultes qui sont syncrétiques. Un mot avec lequel il faudra bien se familiariser parce que il renferme un peu tout ce qui s'est passé durant les 2000 dernières années au moins et qui a complètement changé l'échiquier mondial, les religions et les mouvements politiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer à l'action. Contributions africaines à la culture américaine et chrétienne, une exploration des apports culturels à travers l'histoire. C'est parti. Comment faites-vous pour réconcilier ce que vous voyez à l'écran avec votre foi de chaque jour? Je répète la question. Comment faites-vous pour réconcilier votre foi avec ce que vous voyez à l'écran de manière logique, de manière cohérente? Posez la vidéo, relisez le texte que nous avons déjà eu à partager à maintes reprises lors de nos précédentes vidéos. Ces textes sont issus de recherches archéologiques, théologiques, très profondes, très approfondies. En haut, nous avons ce texte que nous avons présenté à plusieurs reprises qui est issu de la Tobe. Ce n'est pas un texte inventé qui a été pris dans la rue, mais c'est un texte qui est dans la Bible elle-même. Mais très souvent, lorsque nous recevons des meubles à la maison ou des appareils, nous n'aimons pas toujours lire la notice pour savoir comment ça fonctionne. Bien au contraire, nous aimons directement nous projeter ou nous jeter dans l'ouvrage pour utiliser le cerveau que nous avons, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il est important de pouvoir lire les notices et comprendre ce qui se passe pour ne pas avoir à manipuler de manière aléatoire ce qui est entre nos mains. Et ici, nous avons très bien un texte de la Tobe qui nous dit, qui nous donne les origines des textes que nous aimons beaucoup. C'est un dimanche aujourd'hui, vous me suivez peut-être un autre jour, mais je me pose la question, sincèrement, honnêtement, le pasteur, le prophète, l'apôtre, le prêtre, le curé, a-t-elle développé ces sujets? Quel livre avez-vous ouvert aujourd'hui? Genèse, Exode, Nombre, tous ces livres de la Torah de l'Ancien Testament, eh bien, on nous dit très bien que ce ne sont pas des événements historiques comme tels, ils ne sont pas réellement arrivés. Comment vous faites pour réconcilier ce que la science dit et ce que vous pratiquez au jour le jour? Avez-vous déjà lu la Bible dévoilée de Israel Finkelstein et Neil Asher Silberman, qui sont des juifs? Ils ne racontent pas des bêtises. Ils ont écrit un ouvrage où ils ont donné les résultats de leurs recherches. Et lorsque la Bible Tob annonce ce qui choque à travers ce texte, c'est parce qu'ils ont lu les rapports de recherche.
Comment faites-vous pour réconcilier ce qu'on a retrouvé à Sumer, à Babylone, à Thèbes, qui est une ville africaine, égyptienne, à Ougarit, avec ce que vous pensez et croyez dur comme fer? Lisez le texte d'en bas qui est tiré, lui, d'un magazine ou d'une revue en papier et sur Internet qu'on appelle le monde de la Bible, où justement l'archéologue israélien Israël Finkelstein a été interviewé. Que dit-il? Vous pouvez poser la vidéo et lire et comprendre ce qui se passe. Non, les textes que nous voyons dans Genèse et autres ne sont pas forcément des événements historiques. Un grand exégèse aussi, Thomas Romer, dit très bien que les textes, par exemple, de la création qu'on a dans la Genèse, c'est une fusion de deux textes. Un texte qui était égyptien, d'une divinité égyptienne qu'on appelle Ptah, qui est un pygmée, hein, on le prend comme un pygmée. Si vous avez des questions, on pourra approfondir là-dessus, si vous voulez. Et un texte qui est issu des populations du Proche-Orient qu'on a fusionné pour avoir ce que l'on a là. Ce n'est pas Moïse qui reçoit les choses de manière téléchargée directement. Non. Alors, la question que nous posons avant de commencer notre série de vidéos, comment faites-vous? Enseignez-nous, dites-nous. Et je précise que lorsque vous viendrez avec les arguments, donnez-nous les références académiques, les papyrus, les manuscrits, pour que nous puissions avoir une conversation plus solide. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Troisième partie de notre série d'émissions ou de vidéos sur les racines africaines du culte chrétien, mais aussi de la culture afro-américaine. Des révélations qui vont sans doute choquer. Je conseille, comme j'ai l'habitude à dire à ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, de préparer une bouteille d'aspirine, un verre d'eau, et voilà, parce que ça va pas être facile ce qu'on va dire là. Et surtout pas mélanger, mais pour d'autres personnes qui le désirent, peut-être, voilà, un verre de bourbon. Mais attention, on ne mélange pas les deux, hein. Médicaments et ça fait mauvais ménage, hein, ça fait pas bon ménage. Donc, préparez-vous, attachez votre ceinture. J'espère que vous ne conduisez pas en m'écoutant, parce que ça va être assez déroutant à l'action. Alors, les racines africaines du culte chrétien. La Genèse, Moïse, Joseph, l'Arche de l'Alliance, Gédéon, texte d'exécration, psaume et proverbe, la crucifixion. Qu'est-ce que ces mots veulent dire réellement et qu'est-ce qu'ils font là dans notre présentation? Qu'insignons-nous? Dans la slide précédente, dans la vidéo précédente et dans les vidéos, les séries de vidéos que nous avons fait précédemment et dans le livre Bendele dont nous continuons à faire la promotion et qui est disponible sur Amazon, je suis Eric Mizele, auteur, écrivain, chercheur en histoire des sciences et des religions. Nous avons donc écrit un ouvrage Bendele où nous expliquons en détail, nous donnant les sources de ce que nous présentons dans ces différentes séries de vidéos que nous faisons pour vulgariser ces informations, car il est temps que nous puissions bannir l'ignorance et que la connaissance puisse réellement être notre partage, car ces choses ont commencé en Afrique. C'est en Afrique qui est le berceau, non pas simplement de l'humanité, mais des sciences et aussi des religions, ou en tout cas de la spiritualité. Et il est temps que l'on puisse réclamer ce patrimoine culturel, intellectuel, si on espère avancer et demeurer pionnier et continuer cette histoire de l'humanité que nous avons commencé il y a belle lurette. Je reviens donc sur le sujet. Cette vidéo va être un peu plus longue que les autres, je pense. Genèse, Moïse, Joseph, l'Arche de l'Alliance. Pourquoi ces mots? Eh bien, dans les racines africaines du culte chrétien, nous l'expliquons très bien dans le livre Bendele, eh bien, beaucoup d'éléments, comme il a été dit dans la Bible Tob, et par plusieurs chercheurs comme Israël Finkelstein et tant d'autres, les textes que nous avons dans la Genèse, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, ces textes, pour la plupart, ne sont pas des événements qui sont réellement passés. C'est-à-dire que un monsieur comme Adam, voilà, une dame comme Ève, Moïse, Joseph, ne sont pas des gens qui ont réellement existé comme vous et moi. Oh, c'est vrai que c'est pas facile à digérer. Vous pouvez prendre le premier cachet d'aspirine ou alors pour les autres le bourbon pour que ça puisse passer. Mais nous avons tous les détails qui sont dans le livre Bendele. Voilà, non, ce ne sont pas des personnages réellement historiques qui ont vécu comme ça. Cela entraîne des conséquences extrêmement graves parce que l'ami Paul doit revoir sa copie. Parce que si le Big Boss que vous connaissez est le dernier Adam, mais le premier Adam est un personnage fictif,
qu'on peut classer dans le même titre que, je sais pas moi, Aladdin, Ali Baba et les autres. Je ne dis pas ça pour choquer les gens, mais il faut être aussi sérieux dans ce qu'on dit. Donc, la Genèse, Moïse, Joseph, l'Arche de l'Alliance, Gédéon, tous ces personnages-là sont des personnages issus de mythologie. Ils n'ont pas réellement existé comme tels. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur le texte de la Tobe, parce que c'est un texte qu'on retrouve dans la Bible, et à travers les éléments que donne la Tobe, vous pouvez maintenant aller creuser plus loin avec des archéologues comme Israël Finkelstein, avec des biblistes comme Thomas Romer, je pense qu'il en est un, et évidemment, vous procurez le livre Bendele où il y a toute une pléthore d'informations qui vous ramènent à connaître ce qui se passe. Donc, la Genèse, telle que vous l'avez là, est un mélange de mythes africains et de mythes du Moyen ou du Proche-Orient, comme l'a dit Thomas Romer dans un de ses cours au Collège de France, lorsque vous regardez le texte de la création, c'est un mélange entre la culture ou le texte de ce qu'on appelle cosmogonique, c'est-à-dire comment on conçoit l'univers, comment est-ce que l'univers a commencé. S'il y a un texte d'origine africaine qui a été mélangé avec un texte issu du Proche-Orient et qui nous donne, voilà, les fameux 7 jours où Dieu aurait créé l'univers. C'est donc un mélange de deux concept. Ça ne veut pas dire que c'est réellement passé comme ça. Non, c'est deux écoles de pensée qui ont été mises à contribution pour nous donner le texte là. C'est là où je faisais une vidéo d'antan aussi qui a certainement choqué des personnes. Quand je dis est-ce que Dieu parle, quand on nous dit Dieu a dit le premier jour, Dieu a dit le deuxième jour. Non, historiquement, ça ne s'est pas réellement passé comme ça, puisque les textes viennent de mythologie. C'est écrit même dans la Bible, mais comme nous ne lisons pas beaucoup, ou nous ne lisons pas les notices pour comprendre ce qui se passe là, ça nous passe au-dessus de la tête alors qu'il y a une pléthore de littérature qui explique ça bien. Ça peut choquer les gens. Certains peuvent prendre des boucliers et des épées pour essayer de se battre au lieu d'utiliser les armes de la paix, ceux des neurones et de l'argumentation pour avoir un dialogue pacifique. Eh bien, voilà. Donc, la Genèse donc est une fabrication. C'est une fabrication humaine de concepts de différentes régions. Et c'est la Bible Tob qui le dit. Et ça s'entraîne donc le judaïsme, le christianisme et toutes les religions qui sont affiliées à ces mouvements-là. Donc, le personnage de Moïse n'a jamais existé comme tel, c'est une fiction. Quand on demande aux Égyptiens eux-mêmes, ils disent ah, c'est un texte qui a été inspiré d'un roman, hein, le récit d'Osarzef. Si on prend un historien ancien égyptien qui s'appelait Manéthon, par exemple. Donc, c'est plusieurs personnages comme ça qui ont été mis à contribution pour le créer. Joseph, c'est la même chose. Je choquerai les gens en disant que Joseph, c'est un dieu, au fait. C'est deux personnages qui ont été mélangés, deux personnages divinisés, c'est-à-dire un personnage qu'on appelle Imhotep et un autre personnage qu'on appelle Aménophis, fils de Apu, et on les a fusionnés et on trouve ces deux personnages dans un temple qu'on appelle le temple de Karnak. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez le voir sur mon Facebook ou sur mon TikTok, et ces deux personnages avaient fusionné et ils étaient adorés comme tels. C'est leur récit qui a servi à créer l'histoire de Joseph. Donc lorsqu'on lit l'histoire d'un Joseph, on ne se rend pas compte que c'est un Dieu dont on parle, quelqu'un qui a été divinisé. Mais dans la culture chrétienne, il n'y a pas de tolérance avec les divinités d'autres peuples. C'est Dieu et rien d'autre. Or, l'on se rend compte que lorsque l'on fouille bien, c'est un méga syncrétisme qui nous est offert. Donc, c'est par la sagesse, c'est par la connaissance que nous pourrons justement pouvoir séparer et savoir ce qui se passe là. L'Arche de l'Alliance, c'est un cercueil. Pour en savoir plus, lisez le livre Bendele au chapitre Les Aventuriers de l'Arche des D au pluriel, hein, des Arches perdues. Vous comprendrez ce que l'Arche de l'Alliance. C'est un cercueil, en effet. Le mot signifie un cercueil. C'est un culte de mort qui est en train d'être fait là. Évidemment, je balance des bombes comme ça, sans vraiment approfondir les choses. C'est dans le livre que je précise tout ça, parce que tout ce que je peux dire là peut paraître complètement dingue, complètement fou. Comme disent les jeunes maintenant, c'est une dinguerie. Hein. Mais voilà, il y a les arguments et nous sommes prêts à répondre aux questions et à débattre sur ces questions. Gédéon, notre ami Gédéon que nous aimons beaucoup, l'un des juges dans la Bible, eh bien, il y a un acte très étrange qui va nous ramener aussi au prochain point. C'est que lorsqu'il va en guerre, il prend des vases et il les casse comme ça et il va se battre. Pourquoi Gédéon le fait-il? Gédéon, pourquoi le fais-tu? Tout simplement parce que c'est un texte, ce sont des actes qu'on appelle en histoire les textes d'exécration.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les Égyptiens le faisaient très souvent. Lorsqu'ils allaient en guerre, ils prenaient des vases, ils écrivaient des noms de leurs adversaires, ils allaient les casser soit dans les cimetières, soit dans les champs de bataille. C'était pour affaiblir spirituellement l'adversaire. Ce sont des pratiques qui sont passées dans d'autres mouvements courants africains, tout ça, où l'on retrouve par exemple des statues avec des clous, ou dans ce qu'on appelle le vaudou, et même des Romains aussi à l'époque pratiquaient ça. Et c'est ça aussi qui encapsule un peu la crucifixion de Jésus, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement long, mais j'en parle en long et en large dans mon chapitre 10 de mon livre. Donc, c'est ici que nous voyons que les racines africaines sont entrées réellement dans les récits bibliques, que ce soit la Genèse, quand vous voyez la création, tout ça, c'est le récit d'une divinité qu'on appelle Ptah en Égypte, qui a été fusionné avec un autre récit. Celui de Moïse, c'est un roman africain, égyptien de l'époque, qui a été remanié pour écrire une nouvelle histoire. Joseph, c'est deux personnages africains qui ont été fusionnés pour créer ce qu'il est. L'Arche de l'Alliance, il y avait déjà des arches qui existaient à l'époque en Égypte ancienne qui représentaient le cercueil qui a été récupéré par les Hébreux. Il y a même un livre comme ça d'un auteur américain qui a écrit l'Arche de l'Alliance dans son contexte égyptien. Donc les références sont dans mon livre où on montre que ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça d'une révélation, mais c'est quelque chose qui a été pillé, qui a été pris dans les cultures africaines et qui a été remanié pour pouvoir créer autre chose. Gédéon, ce qu'il fait, les pratiques là, ce sont des textes qui sont considérés comme des pratiques occultes en historiographie ou en histoire. Renseignez-vous et vous en aurez le cœur net. Pratique qui se faisait notamment en Afrique aussi. Les psaumes et les proverbes. Psaume 104, c'est un texte d'un dieu qu'on appelle Aton en Égypte ancienne qui a été récupéré et qui a été placé dans les psaumes. Les proverbes 22 et 23, j'en ai parlé dans une vidéo, sont des textes qui ont été pris, pillés dans la littérature africaine égyptienne d'un fameux sage qu'on appelait Amenemopé et qui avait été écrit avant lui-même par un autre Égyptien, ancien Égyptien africain qui s'appelait Ptahotep. Eh bien, ces textes-là sont des copier-coller qui ont été mis dans la Bible, mal compris par ceux qui ont fait l'exercice. Et je l'ai montré dans ma dernière vidéo, en tout cas une vidéo qui est sur Facebook, où je parlais justement du personnage de Joseph et où je montre comment ces proverbes-là ont été manipulés, mal copiés. Et le terme est utilisé par les experts, c'est corrompu. Donc, comment peut-on agir avec autant de légèreté? C'est-à-dire qu'on se réunit dans des lieux dits saints, on nous parle de la parole de Dieu, alors que les textes sont hautement problématiques. Nous devons avoir le courage de parler de ces choses et de ne pas simplement trembler parce qu'on dit que l'homme de Dieu est devant nous et qu'il nous dit les choses. Ce que nous disons ici, les pasteurs sont au courant de ce que nous le disons. Ils ont bien envie de vous parler de ça. Mais quand ils vous disent de venir à l'école du dimanche, de venir à l'étude biblique, 2, 3, 4 personnes, comment voulez-vous qu'ils puissent parler de ça? Certains pasteurs que je connais personnellement ont le désir de parler de ces choses, mais ils se rendent compte que les gens ne viennent pas. Et il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas en parler, qui savent très bien la vérité et qui veulent vous baratiner. Là, il faut aussi dire les choses. Les informations que nous donnons ici sont extrêmement importante, aussi bien pour le corps des pasteurs que pour les fidèles, parce qu'il y a des choses inédites qu'on a cachées et qu'on ne veut pas vous révéler et que nous donnons pour mission de révéler aux gens pour pouvoir comprendre. Quand on dit révéler, expliquer, exposer, présenter scientifiquement avec cohérence et non pas nous dire qu'on a reçu une révélation la nuit et qu'un fantôme est venu nous dire quelque chose. Non, on a lu, on a utilisé une méthode vérifiable pour pouvoir vous présenter ce qui suit. Alors, prochain point, c'est William Joseph Seymour. C'est la photo que vous voyez là. C'est un noir américain. Qui est-il ce monsieur? Bien, tous les chrétiens devraient le connaître, tous les religieux. Pourquoi? Parce que ce monsieur est tout simplement celui qui est à la tête du mouvement pentecôtiste. Je ne dirais pas qu'il l'a créé, mais il l'a hautement influencé. Lorsque le mouvement pentecôtiste commence aux États-Unis, c'est lui qui va en être l'un des chefs de file. Et c'est lui surtout qui va justement y donner le jus nécessaire qui en fait les caractéristiques aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque nous voyons les fruits de l'esprit, la manière dont les gens sont en transe et tout ça, ce sont des résidus de la culture africaine. Et quand je parle de résidus, je reste même assez pas très correct. Le jus même de cette manifestation vient des cultures africaines que ce monsieur a certainement introduit. Parce que le monsieur vient d'où? Il vient de la Louisiane. La Louisiane, la Nouvelle-Orléans était, en tout cas la Louisiane, l'état où beaucoup de bateaux esclavagistes avaient accosté.
Et de nombreux Noirs, justement, ont fait leur début en Amérique dans la Louisiane avant d'être shippés ou envoyés ailleurs. Et c'est à cet endroit-là qu'on retrouvait un endroit fameux qu'on appelle Congo Square jusqu'à aujourd'hui, où c'est le lieu de la naissance du jazz et de beaucoup de mouvements culturels et musicaux ici aux États-Unis. C'est là où les anciens esclaves libres se réunissaient. Et ils ont choisi d'appeler cet endroit Congo Square, parce qu'ils savaient que c'était l'endroit où ils venaient, où c'était un nom, l'émanation de leur culture, du soi, de ce qu'ils étaient en profondeur. Ils vont donc renommer cet endroit Congo Square. Le temps nous manque pour pouvoir en parler de long en large. Je vous conseille de faire des recherches là-dessus. Et pourquoi pas, lors d'un voyage, de vous y rendre. Donc là, à Congo Square, il y a un bouillon de culture qui va se manifester, de sorte que tous ces Noirs qui viennent en majorité du Congo et aussi de Haïti et aussi de l'Afrique de l'Ouest, les Yoruba, les Igbo, les Mandingues aussi, eh bien tout ce bouillon de culture-là va justement servir à créer les nouvelles musiques. Notamment aussi les cultures spirituelles, dont le vaudou, qui est mal connu, parce qu'on ne connaît ça que par rapport aux poupées qu'on nous montre dans les films, et on croit connaître ce que c'est. Bon, bref, on ne va pas y aller trop loin. Donc, tous ces mouvements qui sont issus de l'âme africaine, de l'expression africaine, va justement influencer le mouvement chrétien qui n'était que statique à travers les cultes dogmatiques qu'il y avait à l'époque, mais le renouveau du gospel, du jazz, qui est influencé justement par ces cultures africaines mélangées à l'expérience américaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas faire du jazz et des restes du hip-hop, par exemple, aussi, une expression simplement, disons, africaine. Non, c'est l'expérience américaine qui a fait naître aussi ces choses-là. Il faut reconnaître, chacun doit avoir la part du gâteau de son génie. Alors, le praise break, le ring shout dans les églises afro-américaines que nous connaissons très bien. Lorsque nous allons chez les afro-américains et chez les occidentaux, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Chez nous, souvent, nous perdons la notion du temps parce qu'il y a l'esprit qui descend, l'esprit parle chez nous différemment des autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cette culture du praise break, du ring shout. Le ring shout, c'est-à-dire quand on tourne en rond et qu'on danse et qu'on adore ou on loue, on est de la célébration du divin. Le break, je vais dire break dance, même si ça vient de là aussi. Hein. Le praise break, là, quand les gens sont en train d'être en extase pendant qu'ils prient. Allez voir une vidéo des Dogons, ce que les Dogons font, ce que les Zoulous font avec leurs pieds là. C'est ce qui va donner toutes ces expressions de claquettes, ces danses que nous voyons en Amérique. Et tout ça vient d'Afrique et nous allons encore en reparler bientôt. Donc, William Joseph Seymour, qui était en Louisiane où on trouve Congo Square, où on trouve tout ce bouillon de culture spirituelle qui est venu, il va les utiliser, nous en sommes très convaincus, pour justement donner un nouveau souffle au mouvement pentecôtiste qui a toutes les caractéristiques de manifestations africaines que l'on retrouve dans le vaudou, que l'on retrouve dans les spiritualités africaines, dans les écoles initiatiques africaines et jusque en Égypte. Vous pouvez consulter notamment un chercheur africain, ou plutôt des Caraïbes, qu'on appelle Pierre Nilon, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces questions et qui peut vous montrer comment, en l'Égypte ancienne, on peut remonter aux pratiques vaudou. D'autant plus que ce que Gédéon fait avec ces vases-là, c'est ça. C'est du vaudou pratiquement qu'il fait. Là, j'ai tiré sur une corde sensible là. Mais Gédéon doit nous confesser ce qu'il a fait. Prendre des vases, tu vas en guerre, tu prends des vases et tu les casses. Non, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. On sait très bien ce qui se passe. Demandez à un historien qu'il vous dise ce qui se passe. Dans quelle catégorie on place cet acte-là. Donc, lorsque vous cassez des vases avec des écrits, ce qu'on appelle les textes d'exécration, sont des pratiques que l'on retrouve dans les mouvements égyptiens et tout ça, vaudou et tout et tout. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Donc, vous voyez que nous sommes dans un méga, comme je l'ai dit, syncrétisme. Et là, je n'ai encore rien dit. Lisez Bendele et vous en aurez pour votre argent. Alpha Blondy, de son temps, chantait La belle Cora est devenue une guitare dans la chanson intitulée Code pénal, si ma mémoire est bonne, si elle ne me joue pas des tours.
La kora que vous pouvez voir en haut à droite est un instrument de musique africain et qui a inspiré aussi une cérémonie défunte, je crois. Je ne sais pas si elle est toujours active, mais la fameuse cérémonie des koras qui donnait des prix aux musiciens, d'où le fameux nom de Quadra Koraman qui est resté et qui reste dans la culture africaine, le nom qui est attribué à Koffi Olomide puisqu'à l'époque il avait reçu 4 koras. Kora donc, qui est un instrument africain, légendaire, mythique même, très important. Et voilà pourquoi s'inspirait cette organisation d'antan à l'époque d'organiser une cérémonie où on allait remettre des prix aux plus flamboyants ou aux plus créatifs musicien de l'époque ou du présent, si ça existe toujours, hein, je dois revoir mes notes. Donc le kora, c'est cet instrument-là qui a été choisi pour, à l'époque, nommer cette cérémonie, comme je le disais. Et cette cérémonie nous a donné des noms qui sont restés dans la légende, comme le Quadra Koraman pour Koffi Olomide, et un souvenir légendaire, populaire de Werason qui avait dit, vous savez, je ne veux pas répéter ce qu'il avait dit, mais vous savez ce qui s'était passé, et c'est resté comme ça dans la culture populaire quinoise, où on se rappelle de ces choses, on lui pardonne tout, hein, ça reste dans la culture populaire, on en rit aujourd'hui. Mais voilà, donc la kora donc, est cet instrument qui a été utilisé pour, comment dire, exprimer la créativité, la musique, l'impact de la musique africaine. Mais cet impact ne s'arrête pas simplement sur le continent africain. L'impact de la kora va au-delà des frontières africaines jusqu'au niveau des États-Unis parce que c'est la kora qui nous donne le banjo. Le banjo, ou la banjo, je pense que c'est il ne faut pas me crucifier pour l'article. Hein. Alors, cet instrument, banjo, est l'instrument au cœur de la naissance de la musique américaine, à savoir la country, hein, la musique country aux États-Unis, a pour pierre angulaire cet élément qu'on appelle le banjo. Le banjo qui avait été en fait une dérivée de la kora. Lorsque les Africains ont été déportés, ont été kidnappés pour être amenés aux Amériques, certains sont venus avec leurs instruments de prédilection, dont certainement, surtout ceux qui venaient au niveau de la côte de l'Ouest. Ils ont ramené ce kora qu'ils pratiquaient toujours, et ce kora, petit à petit, va muter, va se transformer en banjo, qui va toujours être utilisé par les Noirs américains à l'époque, mais petit à petit, cet instrument va glisser des mains des Noirs américains et vont se retrouver entre les mains des Occidentaux, des Blancs, comme on les appelle, et qui vont petit à petit exclure la communauté noire des sons, des sonorités et de cette subculture, si je peux appeler ça comme ça, cette petite culture du banjo. Ce qui va faire qu'à la racine, à la base, la musique country est certes une musique noire américaine, mais les Noirs vont être exclus de ça à cause des manipulations des majors, des compagnies de disques, de l'industrie de la musique qui est tenue par les Occidentaux à cette époque-là. Et voilà pourquoi même de la mémoire collective, ça va un peu se perdre. On va commencer à catégoriser la musique country comme une musique blanche, alors qu'en réalité, que ce soit le banjo ou la kora, c'est une musique noire. C'est les Noirs qui ont contribué à faire cette musique-là. Et tout vient d'où? De la kora. Et nous rappelons que ce mot de Kora est très important. Il faut que nos linguistes aussi aillent chercher beaucoup plus loin parce qu'on a aussi le nom de Corée, Corée, qui est un nom que l'on donne aussi à une comme ça, divinité, un personnage très important de la culture égyptienne qu'on appelle Horus, qui porte aussi ce nom-là, ce nom Corée aussi, qui est donné aussi à un personnage de la mythologie grecque comme ça, qu'on appelle Perséphone, comme ça, qui est la fiancée de celui qu'on appelle Hadès, qu'il kidnappe au début de l'hiver, si je ne me trompe pas, et elle passe 6 mois avec lui dans les tréfonds de la terre et 6 mois avec sa mère quand le printemps arrive. La mythologie comme ça raconte aussi des phénomènes comme ça naturels. Et tous ces éléments ont influencé ce qu'on appelle les djeli, les griots, ceux qui chantent les chansons. Je rappelle que l'Iliade et l'Odyssée, qui sont des grands mythes qu'on dit grecs, étaient à la base chantés d'abord. C'était chanté, c'était proclamé, c'était déclamé, c'était des poèmes, c'était de la culture orale qui était transmise à travers des chants, à travers des poèmes comme ça qui étaient débités. Et c'est comme ça que cette musique-là, ces mythes-là vont être véhiculés par la musique. Et cette musique, c'est bien elle, celle-là qui va nourrir
les populations africaines qui vont être déportées ici. Comment les Noirs américains ont-ils su résister pendant toutes ces années? Comment ont-ils pu résister avec tant d'oppression? C'est la musique, c'est la culture africaine qui les a guidés et qui les a amenés là où ils sont. De sorte que, comme nous l'avons dit bien avant, quand ils se sont réunis au niveau de Congo Square, parce qu'ils sont tenus à appeler à cet endroit Congo Square, c'est pas pour rien, eh bien c'est cette culture-là qui les a amenés à traverser les moments les plus difficiles, les plus chaotiques. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils arrivent là, le christianisme qu'on va leur imposer au fil du temps, eh bien, ils vont aussi le mélanger avec ce qu'ils connaissent. Ils ne vont pas simplement euh, avaler tout ce qu'on leur donne, mais ils vont participer à le modeler, à le modifier, parce qu'ils ont une âme, ils ont une identité. Ils ne vont pas être simplement des boîtes de conserve qu'on va ouvrir et dans laquelle on va mettre de la tomate, mais ils vont aussi changer ce qu'ils vont recevoir et imprégner cette nouvelle culture religieuse-là qu'on leur donne pour pouvoir justement créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire la musique qu'ils vont chanter va s'imprégner aussi des récits bibliques qu'ils vont lire et de tout ça, de cette expérience américaine, africaine, judéo-chrétienne, va naître plus tard le gospel. Mais avant tout ça, il y aura d'abord le jazz, il y aura le blues, il y aura, comme je l'ai dit, la musique country. Et tous ces événements-là, toutes ces énergies, toute cette culture-là va faire naître ce bouillon de culture qui est la musique nord-américaine, qui est tout simplement la musique américaine, que ce soit la country, que ce soit le blues, que ce soit le jazz. C'est à Congo Square aussi que les bases du hip-hop vont aussi émerger pour arriver plus tard au niveau du nord, à New York, dans le Bronx plus précisément, pour nous donner la culture que nous connaissons. Nous savons très bien qu'il y a une image, si vous tapez sur Internet le Huntley Film Archives, vous pouvez trouver une image du Nigeria où en 1959, vous trouvez des Nigérians, des gens de cette époque-là, qui font des danses de rituels qui ressemblent étrangement au hip-hop, c'est-à-dire la toupie et d'autres mouvements sont déjà présents en Afrique. Ce n'est pas à New York que les mouvements de hip-hop ont commencé, la toupie et tout ça, les niveaux de breakdance, ce n'est pas là que ça a commencé. Au Nigeria, déjà dans les années 50, ça existait. Ce qui veut dire que toutes ces manifestations que l'on voit dans le hip-hop, dans la musique, dans la soul, dans la country, dans le gospel, sont à la base des manifestations spirituelles et initiatiques. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille du jour au lendemain et qui fait ça. Non, ce sont des mouvements initiatiques, spirituels. Ça vient des maisons d'initiation africaines. Ce sont ces énergies-là, ce sont ces cultures-là qui ont propulsé les églises noires américaines, qui ont influencé les mouvements pentecôtistes, qui ont influencé les praise break et tout le mouvement spirituel que l'on trouve et que l'on habille du nom du Saint-Esprit pour nous donner la culture noire américaine telle qu'elle est. Je le répète encore, lorsqu'on va dans une église américaine noire et une blanche, ce n'est pas pareil. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas les mêmes. Chez nous, souvent, et même africaines aussi, on sort toujours en retard. Ah, l'Esprit a parlé. Mais d'où viennent ces manifestations? Regardez la culture Yoruba, regardez les Dogons, regardez les cultures africaines, regardez ce qui se font dans les rites initiatiques. Vous trouverez les bribes de ces choses, alors qu'à la base, quand vous allez dans l'église catholique, on a du mal à trouver ça. Bien qu'il y a le mouvement qu'on appelle le renouveau charismatique, mais vous voyez que ce sont en réalité des pensées africaines. Mais l'on me dira, mais Eric, mais non, mais non. Dans le Nouveau Testament, on voit déjà le Saint-Esprit qui descend, les gens qui parlent de langue nouvelle, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là où je dis, lisez Bendele, lisez Bendele, lisez Bendele. D'où viennent ces choses encore? Le baptême, il vient d'où? Il y a des inscriptions égyptiennes, il y a des fresques égyptiennes, il y a des tableaux égyptiens, il y a des gravures égyptiennes où l'on voit des pharaons en train de se faire baptiser. Ça a commencé en Afrique, ça n'a pas commencé là-bas. Qui a copié sur qui? Nous avons parlé de Gédéon, dans le culte, ce qu'il fait là, cette pratique-là est connue dans les pratiques africaines. Je ne vais pas m'étaler ici pour décortiquer ou déconstruire le christianisme, parce que ça nous prendrait trop de temps. Le livre est là pour ça. Mais tout ce que vous voyez là existait déjà là-bas. Hein. Ça existait déjà là-bas. Et nous faisons cette déconstruction. Nous savons que le personnage qu'on appelle Osiris hein, est le modèle qui a été utilisé pour certaines choses. Nous n'en dirons pas plus. Ça sera le fruit d'une prochaine vidéo. Donc, contributions africaines à la musique américaine. Il y a beaucoup à dire là-dessus.
une vidéo d'1 heure ne suffirait certainement pas. Revenons un peu à un épisode récent, ici au Texas, où je réside, où une native du Great States of Texas, hein, à savoir Beyoncé, a sorti un album en 2024, le 29 mars, si ma mémoire est bonne, elle ne joue pas de tour, qui s'appelle Act 2, je pense, Act 2, puisqu'elle prépare elle fait une trilogie, c'était la deuxième partie de son Cowboy Carter, je pense. Et son deuxième album est un album de country. Elle est texane. Et les critiques ont été positives, les critiques ont été positives sur l'album, mais elle s'est fait bouder par l'establishment. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été reconnue dans la plupart des prix de la country. On ne va pas la plaindre non plus parce que voilà, Beyoncé, les récompenses, elle les collectionne, hein, vraiment, franchement, on n'aura pas la plaindre. Mais on a sorti une levée de bouclier de ceux-là qui disaient comme si elle voulait faire de l'appropriation culturelle, alors que, comme nous l'avons dit ici, la musique country, elle est noire, mais elle a aujourd'hui une connotation blanche. La plupart d'entre nous, même quand on parle de country, on se dit, ah, c'est la musique des blancs, alors que non, le banjo doit beaucoup à la belle Cora. Comme disait Alpha Blondy à l'époque, voilà, la belle Cora est devenue une guitare, la flûte et du futa est devenue saxo, et même l'écriture vient de Africa. Alors, d'après Monsieur Sean Carter, autrement connu sous le nom de Jay-Z, il est donc facile de passer ou de faire la transition entre Beyoncé et Michael Jackson parce qu'il aime l'appeler, donc sa femme, il aime l'appeler the Michael Jackson of our time, donc le Michael Jackson de notre temps. Hautement débattable, hein, hautement débattable. Voilà. Beyoncé est talentueuse dans ce qu'elle fait, mais bon, Michael Jackson de notre temps, bon, ça c'est un autre débat. Hein, on va pas rentrer avec les histoires de Chris Brown ici. Bref. Donc, je disais que cette culture africaine que nous avons toujours vivante chez nous, eh bien, c'est celle-là qui va inspirer les Africains qui ont été kidnappés, qui ont été amenés de force ici en Amérique. Et ils ne vont pas se laisser abattre, ils ne vont pas simplement servir de d'instruments, de biens meubles, mais bien au-delà, ce qui va leur faire traverser ces douloureuses épreuves, c'est leur culture, c'est d'où ils viennent. Malgré le fait que nous avons tous grandi avec le film Roots, Racine, et deux acteurs de ce film emblématique ou de cette grande série nous ont quittés, à savoir celui qui jouait le rôle de Kunta Kinte adulte et celui qui jouait le rôle de son descendant Alex Haley. Même si, vous savez, quand vous grattez un peu cette histoire-là, bon, le monsieur ici, il a un peu fabriqué des choses, hein. Il a fabriqué le Alex Haley, il a eu le Pulitzer, je ne sais pas si c'était exactement pour ce livre-là, mais il y a des choses qu'il a fabriquées, hein. Bon, bref, mais bon. Au moins, ça nous a raconté une histoire pour nous faire voir un peu ce qui s'était passé à l'époque. Je disais donc que, eh bien, nous avons grandi avec ces films Racine-là et ça nous a fait découvrir la résilience de ces Africains qui avec par les concours des circonstances, ont dû s'américaniser, mais ils n'ont pas, comme je disais dans la slide précédente, ils n'ont pas simplement tout avaler, ils ont su créer, ils ont su se réinventer eux-mêmes, ils ont su inventer le jazz, ils ont su inventer le blues, le gospel, ils ont su réinventer même, j'ose le dire, la chrétienté, le christianisme, qui en lui-même n'avait pas tous les éléments pour leur faire tenir, mais en l'injectant avec ce qu'ils avaient, eh bien, c'est ça qui a permis à cette culture de pouvoir émerger et de donner naissance pour le meilleur et comme pour le pire aussi, c'est-à-dire au hip-hop, parce que voilà, le hip-hop, ce que c'est devenu, ce n'est plus simplement un son, mais c'est malheureusement aussi une culture qui dégénère dans la misogynie, qui dégénère dans certains crimes. On va pas rappeler l'actualité, du moment, mais ce sont des symptômes aussi du hip-hop à cause de l'environnement dans lequel il est né. Il est né en Amérique avec des racines africaines et les tares de l'Amérique aussi contribuent à faire ce que c'est. Donc voilà pourquoi je dis pour le meilleur et pour le pire. On peut débattre là-dessus pendant longtemps, mais on va se limiter ici à l'essentiel. Nous disons donc que cette culture africaine-là va contribuer non simplement à la musique, non simplement à renouveler le christianisme, mais aussi à
voilà, donner un bond de créativité à la danse aussi. Parce que il faut savoir que Michael Jackson, par exemple, est le fruit de cette culture africaine. Ce charisme-là qu'il a, d'où vient-il? Il faut remonter justement dans les cultures africaines. Il faut remonter à tous ceux qui ont fait le début de la musique. Il faut remonter à Congo Square, là où le jazz a commencé et là où beaucoup d'énergie se sont réparties à travers les États-Unis pour créer des mouvements musicaux, culturels, à la base des traditions africaines qui se sont aussi manifestées à travers le vaudou. Il faut le dire, hein, il faut le dire. Quand les gens veulent fuir ça, ce que Gédéon l'a fait, il faut nous expliquer. Hein. Donc voilà, il y a un bouillon de culture qui s'est manifesté là. Et le fameux charisme que Michael Jackson avait, il dans les traditions africaines aussi qu'il faut aller les chercher. Parce que ce qui a été c'est que lui faisait sur le stage, lorsqu'il performait, lorsqu'il faisait ses performances, il s'est inspiré grandement de James Brown, il s'est inspiré grandement de Otis Blackwell qui est à la base du rock and roll aussi, surtout à travers les écrits. Il a écrit plusieurs chansons. Otis Blackwell, c'est grâce à lui que Elvis Presley a émergé. S'il n'y avait pas eu Otis Blackwell, eh bien, Elvis n'aurait pas été qui il était. Et il y a aussi d'autres personnages comme ça qui ont, comment dire, influencé le rock, beaucoup de personnages noirs qui ont influencé le rock and roll et dont Michael Jackson s'est inspiré. Lorsque la manière dont James Brown bouge s'est inspiré de ce que l'on voit dans les églises à travers le praise break, à travers le shout, la culture du shouting, de crier, de tourner en rond. Hein. Donc, toutes ces cultures-là qu'ils avaient appris, parce que la plupart d'entre eux ont grandi à l'église et vont amener ça dans le stage, c'est-à-dire dans l'arène, c'est-à-dire sur le concert, dans les prestations. La plupart ayant grandi dans les églises étant alimentées par les cultures africaines dont nous avons parlé, aussi bien pendant l'esclavage que même aux origines, et je renvoie à mon livre Bendele au chapitre 10 où j'explique très bien d'où vient cette culture chrétienne-là. J'explique d'où ça vient. Dans un certain endroit en Égypte, suivez mon regard. Nous avons détaillé ce qui se passe là. Vous ne pouvez pas comprendre la crucifixion du Christ si vous ne lisez pas ce chapitre-là. Donc, nous, le 25 décembre, là, quand on vient nous dire que voilà, ceci, cela, moi, je prends le livre, je regarde seulement la page, au chapitre 10 et je souris. Hein? Je souris. Donc, à un moment donné, je dis, il faut qu'on apprenne à grandir. Ok? À un moment donné, il faut grandir. C'est dommage de venir sur cette terre et qu'on nous dise que les choses sont passées comme elles sont passées là, alors qu'en réalité, c'est passé autrement. Donc, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Lisez le chapitre 10 et vous comprendrez. Surtout tout le livre, pour comprendre vraiment ce qui se passe là. Comment on nous prend tous pour des enfants. Donc, si on ne veut pas qu'on nous raconte, qu'on nous chante des berceuses, alors qu'on a, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, eh bien, il faut qu'on se réapproprie les choses. Donc, revenons à nos cultures ici. Michael Jackson, dont on disait donc qu'il s'est inspiré de ces cultures, le charisme d'un James Brown, d'un Otis Blackwell qui a influencé Elvis Presley, la manière de bouger, tout cela, on le retrouve dans les cultures africaines. Pour vous donner la preuve, Bill Bailey, c'est lui qui a créé le moonwalk, la manière dont Michael Jackson glisse. Ici, je vous mets la fameuse image emblématique lorsqu'il a dû à performer son premier moonwalk. Je pense que c'était Billie Jean qu'il chantait ici, tout le monde s'en souvient. Alors, ce fameux mouvement-là n'était pas une création de Michael Jackson, ça venait d'un gars qu'on appelle Bill Bailey, qui, attention, roulement de tambour, était un pasteur. Ah oui, ah oui, ah oui, le gars était un pasteur. Alors, quand on entend des révélations, comme une fois, il y a une année où il y a une révélation, il y a une vidéo qui a cassé Internet parce qu'il y avait une femme qui était partie en enfer et qui avait vu des choses. Elle dit, oh non, je suis allé en enfer, tout et tout. Je vois les démons et les démons tous marchent à l'envers comme Michael Jackson. Voilà. Mais c'est un pasteur qui a fait ça, non? C'est un pasteur qui a créé ça. Lui aussi, c'est un démon. Mais franchement, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Il faut qu'on arrête de prendre nos imaginations et d'aller transposer ça ailleurs et les gens croient. Et les gens croient. Voilà comment les Tibi Joshua se sont moqués déjà, ou encore l'abbé, je ne sais pas moi qui, là en France, là, vous avez appris le scandale qui s'est passé. Nous devons avoir la connaissance, mes chers frères et sœurs. Il faut avoir la connaissance. Ce n'est plus le temps là, on va venir faire du terrorisme à la télévision ou je sais pas moi, dans certains milieux pour faire peur aux gens. Ah, non, les informations existent. D'autant qu'à été, parce qu'on ne lit pas assez, voilà pourquoi nous n'avons pas les informations pour savoir ce qui se passe. Mais
nous faisons ce travail de vulgarisation pour que les gens comprennent et qu'on ne se paye plus nos têtes. Donc, Michael Jackson, le mouvement du Moonwalk là, ça vient de Bill Bailey. Ok? Le mouvement qu'il fait avec ses deux pieds-là lorsqu'il se met de la sorte là, d'où est-ce que ça vient? Toujours dans les cultures africaines. Oh, Eric, tu exagères, toi aussi tout vient d'Afrique. Ok, mais quand c'est l'homme blanc qui va dire cela, on va croire, n'est-ce pas, non? Ok. Docteur Robert Farris Thompson, faites entrer notre premier témoin. Docteur, docteur, hein? On va parler comme les Américains là. Robert Farris Thompson. Donc ce monsieur, qui a enseigné, je crois, à l'université de Yale, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, par là un magnifique Kikongo, hein, a passé sa vie presque entière à étudier les cultures Congo notamment. Et dans cette vidéo, vous pouvez forcément la trouver si vous faites un gros plan. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube de Afro Argentine Legacy of Tango. Il parle des racines afro-argentines du tango, notamment Congo. Et oui, même le tango, le ngola, vous pensez que ça signifie quoi? Ah oui, hein, Congo, le ngo, le léopard, tout ça, tout, le soleil, et tout, bon. Dans Bendele, on a décortiqué, on vous explique Congo c'est quoi, tango c'est quoi, et tout ça, voilà, un pur, un pur bonheur. Donc, Robert Farris Thompson explique très bien que les mouvements de danse de Michael Jackson sont issus de certains mouvements Congo. Et là, les gens commencent à rire. Ah non, ah. Mais quand je vous dis, allez voir la vidéo. Hein? Quand c'est le blanc qui va dire cela, on va croire. Hein? Quand c'est l'Africain qui le dit, ah non, on délire. Mais quand c'est lui qu'on va écouter, ah oui, c'est vrai. Voilà comment les blancs sont curieux. Ils aiment comprendre les choses. Mais quand nous venons vous dire ce que notre culture est, là non, ça n'intéresse personne. On veut dormir. Ah non, ils blasphèment tout et tout. Mais quand ce que je dis là, ce sont des blancs qui le disent eux-mêmes dans leurs ouvrages. Ah, c'est vrai, oh non, voilà. Voilà les niveaux auxquels nous devons dépasser. Et nous ne jugeons personne. Nous ne jugeons personne. Nous avons été fabriqués. Nos mentalités ont été piégées, préfabriquées. Et voilà pourquoi il faut sortir des choses comme le fameux, qu'on appelle cette histoire encore, syndrome de Stockholm, dont nous sommes pratiquement tous, voilà, névrosés. Hein. Il faut sortir de ça, et ça ne peut se faire que par une sorte de thérapie où nous parlons, hein, où nous exposons notre passé. Il faut rentrer en soi-même, faire de la psychanalyse, rentrer à la plus petite enfance, à notre genèse, pour comprendre ce qui s'est passé, et à la genèse de ceux qui nous disent que eux savent comment l'humanité a commencé ou comment l'univers a commencé, alors que lorsque vous analysez les textes, vous vous rendez compte que on avait la version avant les autres et que eux ont copié, ont remanié et nous disent que non, c'est la parole divine. On se moque de qui? On se moque de qui? Bref. Donc, nous revenons ici. Michael Jackson, donc, les racines africaines de ce mouvement. D'où venait son fameux charisme? Eh bien, ça vient de ces fameux mouvements qu'on a maintenant habillés pentecôtistes, mais qui sont en réalité des mouvements, des expressions africaines spirituelles qui ont été injectées dans ces structures-là pour que les Africains puissent se retrouver dans ce qu'ils avaient, on leur avait donné ou imposé lorsqu'ils sont arrivés ici. Donc, petit à petit, ces éléments culturels vont se transmettre de génération en génération à travers la danse, à travers la musique, à travers d'autres expressions aussi, notamment religieuses. Ça va aussi passer dans les arts martiaux avec la capoeira. La capoeira, qui est à la base un art martial Congo, hein, et qui va être, donc ces danses-là vont être transformées en art de défense. Donc la capoeira aussi vient du Congo, d'un art martial qu'on appelle Ngola, je pense bien. Vous pouvez voir ces informations dans mon livre. Donc, le fameux charisme de Michael Jackson, pour le comprendre, ces mouvements de crooner qu'il avait et tout ça, pour bien décortiquer, comprendre l'homme derrière le mythe, vous devez revenir aux racines africaines. Vous devez aller à Congo Square, vous devez aller chez les Congos, vous devez aller chez les Yoruba, vous devez aller chez les Mandingues, vous devez aller chez les Igbo, vous devez aller en Haïti, vous devez aller au Bénin pour comprendre ce qui se passe et surtout aller en Égypte ancienne parce que c'est là-bas où tout le monde va. Hein? On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'Égypte ancienne? Parce que c'est là où tout le monde va. Abraham, il va où? Il n'a pas existé. Ça, déjà, je vous le dis. Jacob non plus. Ce sont des mythes qui ont été créés, tout ça. Mais ils vont tous où? Parce que c'est là-bas où les gens se sont abreuvés. François Mitterrand, pourquoi il s'ingéniait à être obsédé par l'Égypte ancienne et à construire tout plein de bâtiments pour se relier à l'Égypte ancienne? Quand les autres le font, ah, ils sont intelligents. Quand c'est nous qui le font, ah, pourquoi on veut le faire? Et pourtant, on va là-bas pour prendre des photos devant la tour Eiffel ou devant un obélisque égyptien. Vous savez ce que ça signifie? Donc voilà, nous devons revenir à nos cultures, nous devons comprendre qui nous sommes pour savoir où on va.
Parce que quand on ouvre la Genèse, on oublie déjà tout, mais on saute ce que la Tobe dit, on va directement dans le texte sans comprendre ce que la notice nous demande justement de voir. Donc, fini pour cet épisode, on passe à la slide suivante. Partie 6 de notre série de vidéos sur les racines africaines de la chrétienté et de la culture afro-américaine et disons même américaine. Nous approchons lentement et sûrement, voire même rapidement, vers la fin de cette série de vidéos que l'on espère être pédagogique, qu'on espère être didactique, que l'on espère être éducative pour chacun d'entre vous, enfants comme adultes de 7 à 77 ans, leaders, apprenants. Nous sommes invités à ouvrir l'œil et le bon, l'œil de la connaissance et avoir un esprit critique. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Il y a plus de 2000 ans que certaines bobards sont en train d'être imposés sur nous. Et après, on se pose la question, mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on prie autant, mais les choses n'avancent pas? Mais pourquoi on est marginalisé dans toute la planète? Pourquoi nos économies sont faibles? Parce que déjà, le moi intérieur, il est déjà abîmé. Hein? Le sentiment collectif n'est pas nourri. Et nous sommes dans ce monde de réseaux sociaux où nous sommes bombardés par des créateurs de contenu qui ont leur vision du monde à eux, eh bien, c'est tout à fait compréhensible que nous n'apprécions pas vraiment, pour paraphraser Michael Jackson, l'homme dans le miroir. Or, c'est avec l'homme dans le miroir qu'il faut commencer. C'est avec la femme dans le miroir qu'il faut commencer. Donc, les paroles de cette chanson sont très, très, très intéressantes à lire. Et c'est vraiment avec l'homme dans le miroir qu'il faut commencer pour changer les choses. Et voilà pourquoi nous avons donc décidé de nous regarder dans le miroir, de regarder notre histoire. Parce que lorsque vous regardez dans un miroir, le miroir vous donne une image de vous, mais lorsque vous mettez les écrits sont à l'envers. C'est pas la même chose. Les écrits sont à l'envers lorsque vous regardez un miroir. C'est une image tordue de certaines choses qui vont paraître avec un autre sens. Et cela nous permet de voir que la réalité n'est pas forcément ce que l'on croit. Mais bon, trêve de philosophie, on va plutôt aller dans le concret. Cet héritage spirituel et culturel a entraîné une certaine résilience spirituelle chez les Africains, nous l'avons dit, les Africains américains. Ça nourrit ce qu'ils étaient. De la même chose, idem en Afrique, avec tous ces récits de pauvreté, de guerre et tout ce qu'on, de maladies et tout ce que les médias veulent nous faire croire, c'est-à-dire qu'avec, on peut se poser la question, mais ces gens ils vivent comment avec tout le négatif qu'on dit sur eux? Eh bien, c'est cette résilience spirituelle, culturelle que nous avons toujours eue. Malgré qu'on est venu nous imposer des choses, mais on a superposé à ces choses nos choses, de sorte qu'on a pu vaincre. Mais cela s'est manifesté par ce qu'on appelle un syncrétisme. Et ce syncrétisme-là, eh bien, il ne fait pas que de bonnes choses. Et il faut pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie pour savoir d'où l'on vient et où l'on va, pour avoir un leadership vraiment fort et savoir qui on est réellement. Donc, la résilience spirituelle et traditions religieuses, elle a un impact sur le mouvement pentecôtiste. Nous l'avons vu tout au long de la vidéo. Les éléments qui font ce que nous pensons être Dieu, ce que nous pensons être le Saint-Esprit, ce que nous pensons être le paradis, le ciel, toutes nos conceptions, la parole de Dieu, toutes ces choses sont des choses qui ont pour racines réelles en Afrique, mais que les autres, eux, ont repris pour pouvoir se donner une identité et nous l'ont ensuite revendu, un peu comme un coltan qu'on va prendre en RDC et qu'on va transformer dans un autre pays et on va nous donner un téléphone portable alors que le coltan à la base il est chez nous. Et encore, ça c'est même un exemple très lointain, mais je vous ai dit, je vous ai donné les textes qui ont été pris directement en Afrique et que l'on retrouve dans la Bible, et on va dire que non, c'est le Dieu des Hébreux qui a ordonné ça. Alors que non, c'est ce qui se passe en Afrique. Alors, si les Africains n'ont que des dieux, donc des démons, mais comment ça fait-il que les paroles de ces démons-là se retrouvent dans le livre? Expliquez-nous. Parce que dans le même livre, j'ai bien dit, le Proverbe 23, 24 sont les textes qui sont attribués à des gens qui ont des noms
d'une autre divinité. Comme Amenemope, Amen, Amena, Imana, Nzambe, c'est le même Dieu. Nzambe et Yahweh, c'est pas la même chose. C'est deux dieux qui ne s'entendent pas, qui sont pas les mêmes. Comment se fait-il que vous priez Dieu, vous l'appelez Yahweh Nzambe? Il n'y a pas de problème. Mais et j'entends ça tout le temps. Ah non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je fais comme ça, tout. Dieu m'a béni. J'ai eu des miracles malgré tout ça. Est-ce que tu sais quelle entité tu invoques quand tu fais ça? Est-ce que tu le sais? Mais non, j'ai le positif avec ça. Rien ne m'est jamais arrivé de. Franchement. Et on va donner toujours cette phrase-là. J'ai tout ce que je demande. Nous tous, on a tout ce qu'on demande. Tout. Donc, tout est toujours rosé. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez que non, il y a des sérieux problèmes. Parce qu'il y a du syncrétisme, il y a des mélanges, ce qui contredit le texte justement, parce qu'on a pris des choses d'ailleurs et on a mélangé pour en faire un amalgame, tout justement. Et cet amalgame-là que nous, justement, nous démontrons à travers Bendele, la série de vidéos que nous faisons. Donc ensuite, on a parlé de l'importance de Congo Square, un lieu qui doit être un lieu de pèlerinage. Ces vidéos aussi ont pour mission de pouvoir définir l'homme et la femme congolaise que nous voulons avoir. Quand nous sommes ici aux États-Unis et que nous venons du Congo, nous venons d'Haïti, nous venons de l'Afrique de l'Ouest, qu'on a des ancêtres mandingues, des racines mandingues, une identité Igbo, Yoruba, on a une identité à porter ici. L'Afrique de l'Ouest a apporté le Kora, qui est devenu le banjo, qui a donné naissance à la country. Congo Square, ceux qui viennent du Congo sont venus avec ceux d'Haïti pour créer tout ce bouillon de culture qui va donner le jazz, le gospel. Ceux qui vont aller en Afrique, en Amérique du Sud, ces Africains-là, eux vont développer là-bas en partant des mêmes bases de ce royaume Congo, de ce royaume Ngola, hein, parce que le roi l'appelait Ngola, qui est un mot qui signifie non simplement le poisson-chat, qui est le félin des eaux, mais qui représente aussi la force. Hein, ce mot Ngola-là, les autres vont l'appeler, vont dire Angola, comme on dit Mbappé. Au lieu de dire Mbappé, ils disent Mbappé. Au lieu de dire Ngola, ils disent Angola. Angola, ce qui va donner Angola. Vous voyez que même le nom de ce pays-là est un nom déformé. Vous voyez? Et cet art-là, Ngola, va donner la capoeira lorsqu'on va ramener ces peuples-là en Amérique du Sud. Vous voyez que l'histoire noire en Amérique n'est pas simplement une histoire de chaîne et de soumission. C'est une histoire de créativité, d'ingéniosité incroyable qui ont utilisé leur énergie, leur musique, leur culture pour se libérer. Mais on va dire la culture noire, elle n'amène que la pauvreté, la destruction et le mal. C'est faux. Ce n'est pas que ça. C'est une histoire de génie. Et voilà comment lorsqu'on est africain et qu'on vient ici, voilà cette identité qu'on doit porter et savoir que si les plus belles pages qui existent dans la musique, dans la culture de ce pays, elles sont écrites grâce à nos cultures et cela peut créer des ponts. Voilà pourquoi j'invite aussi à lire l'ouvrage de Didier Momengi sur la rumba et l'économie qui donne encore des perspectives intéressantes. Comment on peut créer des ponts entre nous et les Américains, les Noirs américains notamment, et trouver des alliés pour les conflits qu'il y a chez nous là-bas ou dans l'économie aussi pour investir. C'est important d'investir dans des festivals et de pouvoir expliquer de manière scientifique et technique d'où viennent les éléments de la culture américaine qui aujourd'hui fait des millions. Et on ne doit pas simplement se rester au niveau de la performance, mais aussi au niveau de la technicité, de l'informatique, du système des affaires, de ceux qui gèrent toute cette économie-là, cet art-là, pour pouvoir avancer. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle, le défi de l'intelligence artificielle. Quel est le résultat pour les artistes quand un programme informatique peut imiter une voix, un artiste, un son? Qui sera ceux qui vont bénéficier de ça? C'est encore une culture qui va être volée et beaucoup d'artistes s'en plaignent déjà. Donc, nous devons être à la proue de ces initiatives, d'autant plus que le Congo, avec l'os d'Ishango, est à l'origine des calculs mathématiques, des opérations. Le code binaire que l'on retrouve déjà en Afrique de l'Ouest est connu comme le code Bamana, qui sera à la base du code informatique. Tout cela doit guider les Africains de la diaspora ici, ceux qui viennent du Congo, ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Nous avons une histoire commune qui peut nous rassembler et expliquer qui nous sommes et être des intellectuels chevronnés. Nous disons encore que le jazz, le gospel, le tango, la capoeira, la country, le rock, avec Otis Blackwell qui a inspiré Elvis Presley, James Brown, Michael Jackson, le hip-hop et la rumba, tout ça sont des cultures africaines qui sont mélangées à l'expérience américaine pour exploser dans un bouillon de culture que l'on voit aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a aussi du négatif dans tout ça, c'est que la plus grande prison des USA porte le nom d'Angola, un surnom d'Angola. Ça, c'est très grave.
la plus grande prison de sécurité maximale aux États-Unis, est une prison avec des Noirs. C'est grave, extrêmement grave. Congo Square doit être un lieu de pèlerinage. La Louisiane doit être un lieu de pèlerinage, un lieu de renaissance. C'est obligatoire. C'est donc par ici que nous finissons. Vous pouvez avoir le livre sur Amazon. Merci.